Les webinaires d'information sur le cluster 5 et plus particulièrement sur la destination 2. C'est le troisième de notre série du PCN Transport et le premier qui sera donc aujourd'hui co-organisé avec nos collègues du PCN Climat Énergie. Donc l'exercice consistera à vous présenter les sujets dans le détail du programme de travail qui sortira la semaine prochaine. L'exercice sera donc partagé entre nos 4 collègues qui sont Jean-Marc Sarcardi, qui est mon collègue du PCN Transport. Il y a Benjamin Vendinger et Vasile Izuc du PCN Climat Énergie qui vont forcément également contribuer à ces webinaires de ce matin. Avant de commencer sur le plan technique, quelques conseils que vous connaissez déjà depuis longue date, depuis 15 mois qu'on est dans ce mode de webinaire. Donc, vos micros sont coupés ainsi que caméras. Vous pouvez poser vos questions dès à présent via le chat à droite. Le webinaire est enregistré. Il sera donc après, a priori, la semaine prochaine disponible sur le site du ministère Horizon Europe, donc du MESRI. Et à la fin, nous allons également diffuser le PowerPoint, les présentations aux personnes inscrites aujourd'hui. Le cluster 5 couvre au total 6 destinations, 2 dédiées au climat, 2 à l'énergie et 2 à la mobilité. Et la destination 2, qui sera sujet aujourd'hui, se voit un peu transversale entre ces 3 thématiques. Alors, climat, énergie, mobilité fait partie du pilier 2 dans la future structuration de ce qu'on appellera donc le programme européen pour la recherche et développement Horizon Europe, avec un budget assez conséquent au total 53 milliards d'euros pour pilier 2, dont 15 milliards pour le cluster 5, ce qui correspond à peu près à 2 milliards d'euros de financement par Bruxelles par an et pour ces thématiques. Vous pouvez également trouver les sujets concernant transport ou énergie actuellement via des clusters 4 notamment. Il y a des activités qui concernent les secteurs du spatial. Les clusters 6 peuvent également vous intéresser potentiellement, ou plus à gauche, le pilier 1 qui est concerné et notamment consacré aux actions de Marie Curie. C'est plutôt la recherche fondamentale avec un TRL faible et qui s'intéresse notamment au thésard et au postdoc. Et on peut également trouver du financement pour ces activités dans le pilier 3 qui est affiché à droite sur l'écran, notamment via les écosystèmes d'Européens d'innovation. Globalement, le budget, il n'est pas détaillé actuellement, mais à droite, vous voyez que pour les climats, il y a à peu près 1 milliard d'euros consacrés à cette thématique pour l'énergie 7 ainsi que pour la mobilité et le transport. Cette planche pour vous présenter la globalité des 6 destinations du cluster 5 et avec le nombre notamment de projets qui seront publiés prochainement dans le cadre du programme de travail 2021, ainsi que ce qui est anticipé à être publié à la fin de l'année dans le programme de travail qui s'appellera 2022, avec des chiffres qui sont ici affichés en bleu pour 2022 et en rouge pour 2021. Donc, j'attire votre attention que concernant la destination 2, que les sujets qui concernent les technologies de pointe émergentes, des solutions climatiques, ainsi que l'engagement des citoyens et des parties prenantes, il y aura les appels à projets cette année, mais il y aura 0 appel en 2022. L'appel 2022 sera a priori publié d'ailleurs dès la fin du mois de novembre de cette année. Globalement, l'ouverture de tous les premiers appels à projets du cluster 5 d'une manière générale du programme Horizon Europe est attendu pour le 24 juin, donc la semaine prochaine, avec une première clôture pour la destination 2 fixée a priori au 19 octobre de cette année. Je tiens également à souligner que toute information que nous donnons aujourd'hui à travers ces planches PowerPoint et oralement sont à titre indicatif, seuls feront foi les documents officiels de la Commission européenne qui seront donc publiés la semaine prochaine. Thilo, je me permets de t'arrêter juste Oui. 1 minute, simplement parce que donc le programme de travail a été publié, hein, il a été publié le 15, mardi, donc les documents officiels sont accessibles.
Vous pouvez les trouver sur le site Horizon Europe, tout est déjà en ligne. Donc on peut partir du principe que le programme de travail a été publié. Simplement, les appels à projets, effectivement, seront publiés sur le site de la Commission européenne un peu plus tard pour une ouverture le 24 juin. Oui, oui, c'est ça, je confirme, Benjamin. Donc, pour être sûr et vraiment sûr, donc attendez la semaine prochaine, mais les drafts, de toute manière, les versions draft circulent déjà depuis un bon moment. Vous avez à peu près 4 mois entre maintenant et la soumission. Donc, ça devrait être, entre guillemets, assez confortable pour préparer des dossiers, même si j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de dossiers qui sont déjà en cours de préparation. Après, vous voyez également sur cette planche les autres destinations qui étaient sujets de nos webinaires la semaine dernière, notamment et lundi de cette semaine sur la destination 6. Nous avons également abordé la destination 5 et donc nos collègues du PCN Énergie et Climat également de destination 1, 3 et 4. Tout est disponible donc sur le site du ministère Messery en mode replay si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à ces webinaires. Une planche qui lui donne un aperçu sur le budget qui sera dédié par la Commission européenne à ces sujets. Donc, avec à gauche, à nouveau, les 6 destinations et les budgets prévus pour les projets qui vont être publiés cette année 2021 et qui seront publiés en horizon 2022, avec un budget globalement assez équilibré sur les 2 années. Et les sujets donc, de la destination Cross-Sectoral Solutions que vous voyez à droite dans le camembert, qui a priori aura un budget à hauteur de 13%, ce qui est à peu près dans la moyenne sur 6 destinations, qui est quand même relativement confortable aussi par rapport au programme cadre précédent. Sachez également, et ça c'est important à souligner, il y a le programme officiel de programme Horizon Europe forcément, mais il y a également donc les partenariats qui auparavant s'appelaient surtout les joint undertaking des entreprises communes, notamment vous connaissez par le passé Clean Hydrogen, qui était auparavant donc l'ex joint undertaking FCH Fuel Cell Hydrogen, qui sera dans l'avenir remplacé par Clean Hydrogen et qui fonctionnera comme pour l'aviation Clean Aviation qui remplacera Clean Sky par exemple et qui dans l'avenir fonctionnera avec leur propre budget et avec leurs propres agendas, leurs propres appels à projets et propres topics. Donc, il n'y a pas d'interface réelle à travers les sujets avec le programme Horizon Europe. Vous trouvez au milieu de la planche les partnerships, il n'y en a que 2 qui sont cofinancés par le programme Horizon Europe et leur propre joint undertaking, l'entreprise commune. Et à droite, les partnerships dont les topics, les sujets seront entièrement intégrés dans le programme de travail Horizon Europe, notamment tous les sujets concernant les batteries. Alors, la destination 2, titre officiel Cross-Sectoral Solutions for the Climate Transition, donc c'est des solutions intersectorielles pour la transition climatique qui concernent donc le transport. L'objectif macro est donc travailler à travers des projets de R&D vers une transition propre et durable des secteurs de l'énergie et des transports vers la neutralité climatique facilitée par des solutions intersectorielles innovantes. Donc ça, c'est le fil rouge et derrière presque toute activité Horizon Europe et notamment les activités concernant le climat et le transport. La destination 2 elle-même, c'est décline à nouveau en 4 sous-thèmes. Le premier axe, c'est de soutenir l'écosystème européen via des activités des classes mondiales sur les batteries. Donc, le premier sujet, ça concerne, il y a pas mal de sujets ouverts à travers des appels à projets de 2021 qui concernent les batteries. Deuxième sujet, donc améliorer l'efficacité de ces modèles d'énergie, pas forcément les batteries. Utiliser également les ressources et la mobilité ville et tout ce qui est aux communautés européennes. Donc, message derrière, insérer dans vos activités aussi donc les ressources et les activités notamment dans les villes et les communautés. Globalement, une fois de plus, ce qui est toujours une sorte de fil rouge derrière beaucoup d'activités, c'est travailler et à travers la recherche vers les objectifs de la Commission européenne de devenir une zone géographique et politique climatiquement neutre à l'horizon de 2050, mais tout en impliquant aussi la
responsabilité des citoyens européens. Et d'une manière générale également, le quatrième axe, soutenir le développement des technologies émergentes, pas forcément donc batterie, à fort potentiel pour mettre des émissions à gaz à effet de serre nulles et négatifs dans les énergies et les transports. Là également, je souligne que l'axe 4 n'inclura pas l'hydrogène, qui est donc, comme tu disais auparavant, qui sera couvert intégralement par le partenaire institutionnel Clean Hydrogen Europe, qui est donc l'ancienne entreprise commune FCH. Deux planches qui vous résument en quelques colonnes les budgets disponibles, le nombre de projets que la Commission européenne compte financer par sujet et le budget associé et les dates qui sont les mêmes pour tout topic. Donc ici, vous voyez par exemple pour le sujet 0101, un budget total qui sera associé à cette thématique de 21 millions avec une contribution de 6 à 7 millions d'euros par projet. Et donc, la Commission européenne prévoit de financer en moyenne 3 projets. Donc, vous voyez à travers la troisième colonne de la droite que la moyenne des projets qui est attendu d'être financés via ces actions, c'est entre 3 ou 4. Le 7e projet sur cette planche, c'est une action de soutien dont on parlera tout à l'heure. Le type of action, la troisième colonne de la gauche, c'est les types de projets, sachant que les RIA, c'est Research Innovation Action, c'est des projets de R&D entre guillemets classiques avec un TRL relativement modeste, voire faible, jusqu'à 5 moyennes, alors qu'il y a des actions IA également qui peuvent aller à un TRL plus élevé jusqu'à 7 ou 8, mais dont le financement n'est pas forcément toujours à 100% pour tout acteur. Il est limité souvent à 60% pour les acteurs privés industriels, pas pour les PME, qui bénéficieront toujours d'un financement à hauteur de 100%. Vous voyez également ici donc la deuxième planche qui résume les sujets dont on parlera tout à l'heure, plus dans les détails entre 0,8 et le sujet numéro 16, et le nombre notamment de projets que la Commission compte financer. Vous voyez surtout pour le 0,8, des technologies pour travailler vers le climat neutral en Europe avec 8 projets que la Commission compte financer. Alors plus spécifiquement maintenant, l'axe 2.1 qui concerne donc les batteries. Ici, l'objectif de la Commission européenne est de soutenir un écosystème européen, mot-clé à nouveau, qui reviennent de plus en plus des Européens et qui rentre aussi l'Europe moins dépendante aussi de nos voisins à l'international. Donc, un écosystème européen de recherche et d'innovation de classe mondiale sur les batteries. Donc, il y a beaucoup de financement qui sera disponible pour à la fois développer les technos en lien avec les batteries, mais aussi les modalités de fabrication, etc. pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, ça veut dire également jusqu'au recyclage et fin de vie des batteries. Et basé donc sur une filière durable. Il y a beaucoup de sujets qui vont être financés, qui doivent donc inclure des axes et des activités qui mènent à améliorer des performances technologiques pour accroître l'attractivité des utilisateurs, donc c'est-à-dire vous et moi-même, mais par exemple des conducteurs de véhicules électriques, notamment en termes de sécurité, de coût, de confort d'utilisation, de recharge rapide et d'empreinte environnementale. Donc, vous trouverez également quelques sujets concernant cette thématique dans la destination 6 d'ailleurs. Après, il est clairement écrit dans le programme de travail les impacts qui sont attendus par la Commission européenne à travers vos projets que vous comptez probablement soumettre à travers cette destination 2, qui sont listés ici. Donc, une fois de plus, une compétitivité mondiale accrue de l'écosystème européen dans le monde des batteries. Accélérer une industrie de fabrication de batteries innovantes également en Europe, d'être à nouveau moins dépendante de nos partenaires à l'international, de déployer d'une manière accélérée la mobilité électrifiée grâce à une attractivité accrue pour les citoyens et les entreprises. Donc là, il s'agit non seulement de développer les véhicules électriques pour les particuliers, mais aussi pour le transport routier, pour les camions, les camionnettes, pour les derniers kilomètres. Il est également important de souligner dans vos dossiers que vos projets vont contribuer à une durabilité globale augmentée et une analyse de cycle de vie améliorée
pour chaque segment de la chaîne de valeur, donc comme je disais auparavant, jusqu'à la fin de vie des batteries. Et une exploitation et une fiabilité accrue des batteries grâce à la démonstration des cas d'utilisation innovants d'intégration de batteries dans le stockage d'énergie stationnaire et véhicules, navires et avions. Donc, ce qui est important ici aussi de souligner, ça ne concerne pas que les véhicules terrestres ou des voitures, on va dire, ça concerne également des navires plus électriques, voies électriques, voies l'aviation et les avions. Là, quand il y a marqué en collaboration avec d'autres partenariats, typiquement, ça peut être Clean Aviation pour l'aviation. Alors maintenant, on va rentrer ensemble avec nos collègues qui vont donc présenter également les autres sujets dans les topics un par un qui sont déjà dans le programme de travail. Un petit conseil ici, c'est de se référer a priori sur les documents d'origine qui est rédigé en anglais. Nous avons pas forcément fait l'effort de tout traduire, alors que les phrases en anglais, forcément, comme ici, vous voyez sur la planche Scope, c'est souvent des phrases en orange, en anglais. Pas forcément facile à traduire, mais nous avons quand même essayé de le faire pour vous. Alors, le sujet numéro 1, ça concerne donc le traitement, le raffinage et le recyclage durable des matières premières. Il est basé sur le constat, le sujet donc, a été rédigé par la Commission européenne, basé sur le constat qu'il y a des progrès dans la production chimique et métallurgique nécessaires afin de traiter et raffiner les matières premières en Europe. Donc, une fois de plus, en Europe, de manière compétitive et durable. Donc, je vais déjà parler de ça. Donc, l'intention de l'Europe, c'est de rendre de plus en plus d'activités en Europe. Il est donc important que vos innovations que vous allez proposer à travers vos projets portent sur la production chimique et métallurgique. Donc, j'essaie de traduire là, le sujet qui est rédigé en anglais, qui vont garantir une industrie de batteries compétitive en Europe, une fois de plus, avec des solutions pour une chaîne de valeur durable du lithium, de nouveaux processus de raffinage afin d'augmenter la valeur et le rendement des mines européennes et améliorer ainsi les performances et l'efficacité des processus de raffinage qui existent potentiellement déjà en Europe. Les projets qui sont attendus par la Commission européenne en réponse à ces sujets sont des projets donc, type RIA avec un TRL en fin de projet attendu entre 4 et 5. Et comme je prenais déjà ces topics en entrée comme exemple, il y a 3 projets qui vont a priori financer à travers cet axe. Dans les outcomes, je commence par le 5e qui est presque le plus important parce que nous avons décidé en partie de pas présenter tous les bullet points qui sont écrits dans la version d'origine en anglais, souvent dans le programme de travail, souvent il y en a 7 ou 8, et de vous présenter une synthèse. Donc, il est important de bien lire le programme de travail, c'est-à-dire par topic en anglais, dans le document, ça couvre 2, 3 ou 4 pages. Donc, c'est quand même relativement gérable et assez facilement compréhensible. Ici, nous avons à niveau donc listé ce que nous pensons sont les points les plus importants. Donc, il faut bien aborder les sujets, forcément de réduire la dépendance de l'Europe en termes de matériaux et l'import et des matériaux de pied extérieur, et de mieux utiliser, peut-être même si c'est avec une faible teneur des gisements existants en Europe. Et il est important également de prouver à travers vos projets que vous comptez à contribuer à une activité des batteries donc en Europe d'une manière sustainable, donc durable, et d'une manière aussi qui est acceptée par la société. De contribuer forcément à la réduction des émissions de carbone et également donc identifier des opportunités de business dans d'autres secteurs, comme par exemple ici dans le Joint Processing ou Centralized Lithium Refinery, donc dans la version en anglais. C'est des sujets qui doivent également être abordés à travers de vos projets. Le deuxième sujet ou topic en anglais qui sera appelé à travers les programmes de travail concerne plutôt la techno des batteries. Donc, l'objectif sera de développer des batteries avec des matériaux avancés qui permettront une densité d'énergie, un ratio énergie puissance
plus élevé. Il y a des critères, des chiffres exacts qui sont donc dans le programme de travail. Plus élevé, grâce à une capacité plus élevée et ou un fonctionnement et une tension plus élevée. Donc, les sujets abordés, qui doivent être abordés à travers un projet qui en réponse à ces topics doivent vraiment concernent vraiment la technologie et la fabrication des batteries. Donc, il est également important de toucher au sujet des matériaux cathodiques et anodiques, l'électrolyse et l'interaction entre ces technologies. Là également, c'est des projets de type Research Innovation Action, RIA, avec un TRL relativement élevé attendu à la sortie des beaux projets qui en moyenne dureront à peu près 36 mois. Donc un TRL de 6 à 8 qui est attendu et avec à nouveau à peu près 3 projets qui sont financés a priori par la Commission européenne via ces sujets. Le troisième troisième sujet à nouveau, donc RIA avec un TRL relativement précis qui est attendu de 5. Le sujet 0103 concerne les batteries lithium-ion à haute performance à électrolyse solide de génération 4A et B pour l'électromobilité et d'autres applications. Donc ici, il s'agit de développer des électrolytes solides avec des matériaux cathodiques et anodiques qui permettront une stabilité thermique accrue et une électrochimie plus élevée et qui vont ainsi contribuer au contrôle de l'emballement thermique. Donc, le mot-clé également, c'est contrôler l'emballement thermique à travers les projets que vous allez proposer. Donc, en traduction, les développements devraient également aller vers l'utilisation de matériaux conventionnels à l'utilisation des matériaux d'anode à base de lithium qui vise aiming at reducing the amount of cobalt used, donc vise à réduire la quantité du cobalt utilisé. Donc là aussi, l'objectif, c'est de proposer des sujets qui visent à limiter donc l'utilisation de matières premières. Là aussi, dans les outcomes, il est sont très explicitement donnés des quantités, des valeurs, des objectifs, des KPIs, des indicateurs sur quels sont les objectifs à atteindre à travers de vos projets. Par exemple, une cost performance inférieure à 75 € par kilowattheure par package level, ou alors pour le deuxième bullet qui est affiché dans cette planche, d'augmenter une densité d'énergie au-dessus de 800 Wh par volume pour les batteries de la génération 4A, voire au-dessus des 1000 pour les batteries de la génération 4B. Et d'une manière générale, ces sujets également devaient contribuer à travailler vers une acceptance accrue vers les émissions en gaz à effet de serre pour le transport, donc pas uniquement, comme je disais au début, pas uniquement pour le transport terrestre des véhicules particuliers, mais également pour le transport notamment des camions et le maritime. Et donc, une fois de plus, afin de soutenir les objectifs de la Commission européenne de devenir une région géographique et politique climat neutre à l'horizon 2050. Donc, je vais arrêter ma présentation. Bonjour à tous, je me présente. Je passe la parole à Vasile. Oui, vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci Thilo. Donc, je m'appelle Vasile Sub, je suis PCN Climat Énergie. Donc, ensemble avec mes collègues du PCN Transport, on présente les différents appels à projets. Donc, l'appel à projet suivant traite les techniques de traitement écologiquement durables qui sont appliquées à grande échelle pour les technologies de fabrication des électrodes et cellules de batterie lithium-ion. Les activités à mettre en œuvre, portent sur l'optimisation ou soit optimiser, soit remplacer les procédures de revêtement conventionnelles, ce qu'on appelle conventionnel pour la fabrication d'électrodes poreuses pour les batteries lithium-ion. Et le procédé habituel, c'est un procédé humide qui utilise une pâte, slurry en anglais, qui est un solvant coûteux et toxique. Donc, pour remplacer, soit on va remplacer en utilisant des solvants moins chers et respectueux de l'environnement, tels que l'eau, ou en utilisant des procédés complètement secs, la 3D.
éventuellement un traitement de surface hydrophobe avec des matériaux de nouvelle génération. Les processus proposés devraient aborder ce qu'on appelle la notion de design to manufacture, de la conception à la fabrication, ce qui nous permettra de réduire les coûts de production et augmenter les performances de la batterie, entraînant une efficacité accrue, une meilleure durée de vie. Donc, elle doit également proposer des solutions techniques innovantes, je parle de la proposition, et des approches standardisées pour assurer la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, notamment si on utilise les nanomatériaux. Le défi, le challenge, c'est de proposer d'aller jusqu'à la génération 3 pour les batteries. L'accent est mis sur le développement de la technologie de fabrication jusqu'à la preuve du concept au niveau pilote, donc un TRL attendu à la fin du projet du 5-6. Parmi les résultats attendus en mettant en œuvre ces activités, donc c'est de fournir à l'Europe une position du leader dans la production de batteries à faible empreinte carbone, de mettre en place donc, les nouvelles techniques de fabrication d'électrodes et de cellules durables qui se caractérisent par une consommation d'énergie réduite, une empreinte carbone réduite et pas d'émission de composés organiques volatiles. Ces processus, ces procédures, elles doivent être industrialisables, plus sûres, moins chères, industrialisables, mises à l'échelle évolutive si on veut, plus sûres, moins chères, plus propres et moins énergivores par rapport à l'état de l'art. Les techniques de production pour les revêtements d'électrodes doivent éliminer complètement les solvants organiques en tant que milieu de dispersion, donc effectivement ceux qui sont utilisés dans les procédés classiques, ce qui permettra d'éviter les coûts d'investissement importants qui sont associés au système de récupération du solvant. Et enfin, le dernier bullet point, c'est d'industrialiser ce qu'on appelle les boucles fermées, ou on peut utiliser aussi le terme de l'économie circulaire qui est plus connu, et la conception du processus pour les produits chimiques, donc les produits chimiques à faible valeur qui résultent parfois qui sont une sorte de sous-produits dans des processus de fabrication. Et on essaie de faire des produits à haute valeur qui seront nécessaires pour l'industrie de la fabrication des batteries. Merci. Donc, je laisse la main pour le call. Je n'ai pas la main. J'ai fini. Oui. C'est Jean-Marc qui répond. Oui. Pardon. Bonjour. Je vais prendre la suite. Excusez-moi pour le petit incident technique en début de webinaire. Donc, je prends la suite avec le 5e appel à projet, donc qui est un peu le pendant de l'appel numéro 3 qui vous a été présenté par Thilo précédemment, donc qui était dédié à des actions de développement autour des performances des batteries de génération 4. Ici, l'appel numéro 5, il se focalise sur le développement des technologies de fabrication des batteries à électrolyte solide. Donc les actions qui seront proposées dans le cadre de cet appel devront être réalisées en coordination avec l'appel numéro 3, comme vous le verrez mentionné dans l'appel à projet détaillé. Donc il s'agit d'une RIA avec un TRL attendu en fin de projet médian autour de 5-6. Donc là, en ce qui concerne le scope de cet appel, comme je le disais, le focus est fait vraiment sur le développement des technologies de fabrication, avec une démonstration attendue au niveau de l'unité pilote. Donc il s'agit, en termes de technologie de fabrication, de différents aspects liés au process, au traitement et aux techniques d'intégration qui peuvent être utilisées, développées pour permettre la production de batteries à électrolyte solide à un niveau industriel. Donc on parle de gigawattheures, de production de masse en termes de gigawattheures. Donc ces batteries à électrolyte solide qui sont les batteries de génération 4A ou 4B. En termes de résultats attendus, bien entendu, le premier résultat qui est attendu, c'est de positionner l'Europe en tant que leader pour comme il est indiqué, pour cette course internationale dans la production des batteries de génération 4 à électrolyte solide. Il est aussi attendu en fait de créer un portfolio de solutions et de connaissances technologiques qui rendent possible en fait la fabrication à grande échelle de différentes approches de batteries à électrolyte solide. Donc indirectement, bien entendu, vous l'aurez compris, il s'agit de contribuer à rendre le système de transport et la mobilité
climatiquement neutre disons, en accroissant l'attractivité de l'électromobilité grâce à ces nouvelles technologies de batterie. Et il est aussi question en fait de rendre possible la production de masse de cette technologie de génération 4 en Europe, la fabrication vraiment européenne, avec un coût abordable, donc une notion de compétitivité, et bien entendu en limitant l'empreinte environnementale de cette production en termes d'émissions, émissions locales ou émissions de CO2. Voilà pour le 5. L'appel suivant concerne un sujet encore un peu différent, puisqu'il est question des processus de recyclage que l'on souhaite durables, sûrs et efficaces. Donc là encore, il s'agit d'une RIA, avec un niveau de TRL attendu en fin de projet autour de 5-6. Et là, l'objectif est de développer en fait des processus de recyclage, des nouveaux processus de recyclage qui permettent de récupérer un maximum de matériaux, de matières premières dans les batteries usagées, donc notamment les batteries lithium usagées. L'idée étant, bien entendu, après cette récupération, de réinjecter ces matières premières dans la fabrication de nouvelles batteries. Alors, étant donné encore une fois la course là, qui s'opère entre les différents continents là, sur le développement des batteries, là, il est question en fait de focaliser ces actions sur des voies de recyclage de matériaux qui cibleraient les batteries de prochaine génération pour avoir un coup d'avance en fait lorsque ces batteries seront disponibles sur le marché et disponibles ensuite en fin de vie. Donc dans les résultats qui sont attendus, les expected outcomes, il est question notamment de réduire la dépendance de l'Europe à l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication des batteries. Il est question, encore une fois, de compétitivité pour notre industrie européenne en proposant des solutions, des technologies de recyclage qui puissent être compétitives et qui puissent être utilisables industriellement à grande échelle. Il est question également de réduire le coût de ces process de recyclage et les impacts environnementaux en mettant en œuvre des concepts disruptifs à haut rendement. Il est aussi question, bien entendu, d'améliorer les aspects santé et sécurité de ces processus de recyclage. Et finalement, cet appel à projet permettra aussi aux actions qui seront proposées de préparer l'industrie en vue des prochaines législations qui concerneront le recyclage. Alors juste une chose qui n'est pas mentionnée ici sur ce slide, mais vous le retrouverez dans la détaillée. Il est question aussi de coopération avec d'autres appels, notamment avec le tout premier appel qui vous a été présenté par Thilo il y a quelques minutes, et également avec le 4e topic de la destination 5 qui concerne l'économie circulaire et les analyses de cycle de vie, dans lesquelles, bien entendu, ces processus de recyclage s'inscrivent. Vasile, je te repasse la main. OK, très bien. Merci, Jean-Marc. Donc, maintenant, on va présenter les appels à projets dans la thématique technologie du pointe émergente et solutions climatiques, qui l'objectif principal, c'est de soutenir le développement de technologies émergentes à fort potentiel pour permettre des émissions de gaz à effet de serre nulles et négatives dans l'énergie et les transports. Les impacts principaux attendus par les sujets qui vont être présentés sur cette destination sont les suivants. Donc, l'émergence de technologies inattendues permettant l'émergence d'émissions nulles et négatives du gaz à effet de serre dans l'énergie et les transports. Et le deuxième point important, c'est le développement des technologies à haut risque, haut rendement, pour permettre une transition vers une économie européenne neutre en termes d'émissions nettes du gaz à effet de serre. Le slide suivant, Jean-Marc, s'il te plaît. Donc maintenant, je vais commencer par présenter les appels à projets qui sont liés à la thématique présentée. Donc le premier appel à projet qui est numéro 7, porte sur le soutien et à la mise en place d'un écosystème de recherche et innovation
et d'élaboration d'orientation stratégique, prospective pour assurer le développement futur des compétences, des connaissances et du leadership technologique pour une exploration et une adoption accélérée des technologies de rupture. Cette fois-ci, c'est un programme CSA, ce qu'on appelle Coordination et Support, Action. Là, j'ai présenté juste une partie parce que c'est un appel à projet qui est assez large, vous avez au moins 2 pages. Je vais un tout petit peu développer, donc les activités à mettre en œuvre, c'est pour développer, consolider et communiquer une approche de recherche stratégique pour toutes les parties prenantes, et ceci sur toute la chaîne de la valeur des batteries européennes. Développer ou mettre à jour un agenda stratégique de recherche et innovation cohérent, des feuilles de route détaillées sur toute la chaîne de la valeur. C'est important, il le spécifie à chaque fois, c'est toute la chaîne de la valeur des batteries. Travaux de groupe, en utilisant des travaux de groupe, mettre en place des travaux de groupe d'experts, de faciliter et soutenir le travail d'experts de manière transversale et donner les lignes directrices ainsi que les recommandations afin de développer des synergies. Établir et mettre à jour les KPI ou les targets, ce qu'on appelle les target KPI, donc les indicateurs de performance pour l'état de l'art, collectés auprès des partenaires, des parties prenantes, bon, ce sont des partenaires, sur la chaîne de la valeur. Et important, ils doivent être corrélés et communiqués via le set plan. Mettre en œuvre et favoriser l'adoption d'une norme de méthodologie standard en s'appuyant pour les travaux européens nationaux existants, exécuter un plan de communication clair, coopérer avec les ETIP et les forums de parties prenantes similaires. C'est pas marqué pareil, il a une collaboration qui est des activités plus interconnectées, voir le sujet horizon sur la destination 5 sur la destination 3, excusez-moi, du D30 en 17. Voilà. Et puis, pour quand on parle des résultats attendus, pardon, donc c'est de consolider une communauté de recherche et innovation dans les États membres et les États associés à travers les réseaux, projets, toutes les initiatives qui est connues. Et, une participation exceptionnelle des pays tiers n'est donc pas prévue. Faciliter l'accès à l'information pour tous à travers un guichet unique européen sur les informations sur la recherche et innovation sur les batteries, y compris les informations sur les programmes nationaux. Réduction de la période de mise sur le marché des technologies et amélioration de la compétitivité européenne. Mettre en place des synergies et résultats de recherche efficacement partagés tout au long de la chaîne de la valeur, en mobilisant ainsi les efforts de recherche et innovation. Attirer les talents et les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs techniques et soutenir l'industrie européenne et fournir des preuves scientifiques aux décideurs politiques, ainsi que d'accroître enfin et renforcer la collaboration internationale dans le cadre géographique décrit ci-dessus. Slide suivant. L'appel à projet numéro 8 porte sur les technologies émergentes pour une neutralité climatique en Europe. C'est un appel à projet du type RIA, recherche et innovation. Recherche et innovation, non, oui, excusez-moi, je l'ai bien dit. Le TRL attendu à la fin du projet, c'est un TRL 4. Les activités à mettre en œuvre, c'est donc le projet devrait porter sur l'un des domaines suivants: le transport décarboné, efficace sur les piles à combustible, sur les générateurs d'énergie efficaces, distribution d'énergie, stockage d'énergie, émission de gaz à effet de serre négatif. Point important, pas de recherche sur les matériaux ENR et production d'hydrogène ou batteries parce qu'elles sont présentées dans d'autres projets. Elles sont prises en compte dans d'autres projets. Donc, parmi les technologies, on peut aborder les technologies offrant la possibilité d'intégration multicombustible ou le potentiel de la transversalité, la décarbonation intersectorielle, des concepts ciblant les secteurs difficiles à décarboniser et les applications énergivores telles que le transport routier, ferroviaire, maritime ou la production d'énergie par des générateurs thermiques, la flexibilité en termes d'évolutivité aux différentes demandes de puissance et énergie, la compatibilité avec les schémas de production d'énergie locaux distribués. Un point important, c'est que l'impact environnemental plus faible, par exemple sur le changement climatique, la pollution et la biodiversité, doit être quantifié sur la base de ce qu'on appelle analyse du cycle de vie et une meilleure efficacité des ressources.
que par rapport aux technologies commerciales. Aussi, les obstacles au déploiement de ces technologies, y compris les problèmes liés à l'acceptation sociale, peuvent être abordés, ou à la résistance aux nouvelles technologies énergétiques. Les problèmes socio-économiques et les moyens de subsistance connaissent à l'échelle mondiale. Approche prospective du cycle de vie à faire avec les informations pertinentes qui peuvent être recueillies à ce niveau du TRL. Parmi les résultats attendus, donc ce sont des technologies disponibles à haut risque, haut rendement. Je vous rappelle qu'elles étaient mentionnées aussi dans l'objectif de cette thématique, pour une transition vers une économie sûre, neutre en gaz à effet de serre. Connaissance et preuves scientifiques de la faisabilité technologique du concept. Avantage, mettre en évidence les avantages environnementaux, sociaux et économiques pour contribuer à la stratégie de recherche et innovation et aux prévisions politiques. Établir une base d'innovation européenne solide et fiable à long terme. Slide suivant. L'appel à projet numéro 9 qui porte sur le craquage du méthane en hydrogène et carbone qui doivent être utilisables. Donc, c'est ce qu'on appelle la division directe en ces éléments, la séparation directe en ces éléments. Donc, l'objectif principal, c'est le développement d'une méthodologie innovante pour fournir une production d'hydrogène à haute performance à partir du méthane en divisant directement la molécule en ses composants, les éléments chimiques, hydrogène et le carbone solides. Donc, pas du CO2, d'autres émissions à effet de gaz de serre. Et les activités à mettre en œuvre, c'est de démontrer ces avantages significatifs par rapport à l'état du lard, en offrant un rendement de moins 50%, potentiel d'atteindre une production de masse et un coût d'hydrogène compétitif et une meilleure performance climatique par rapport aux méthodes actuelles. Accorder une attention particulière à la gestion des impuretés dans le flux source et au développement du potentiel économique des particules de carbone fournies. Avoir une utilisation finale intéressante, par exemple, utiliser le graphite synthétique ou noir du carbone, qui est le deuxième produit après l'hydrogène. Le développement du flux secondaire d'autres composés chimiques riches en carbone, à l'exclusion, bien sûr, des utilisations qui relibéreraient le carbone sous forme du CO2. Chaque projet consacrerait une partie de son programme de travail à l'évaluation de la technologie pour prendre en compte les aspects environnementaux, de ressources économiques du déploiement de la technologie. Parmi les résultats attendus, je cite, donc c'est au moins un parmi ces bullet points, le remplacement de l'utilisation continue du gaz naturel par de l'hydrogène climatiquement neutre ou négatif en cas de craquage du méthane biogénique, réduction des émissions qui sont des secteurs difficiles à décarboner, compte tenu également d'utilisation et d'éventuels sous-produits, réduction plus rapide des émissions à gaz de serre, par les économies fortement qui sont dépendantes de l'exploitation ou de l'utilisation du gaz naturel, à condition bien sûr qu'elles réduisent leurs émissions en amont. Et enfin, la production de sous-produits solides, donc c'est le carbone solide, économiquement utilisable, par exemple dans les pneus ou les batteries, etc. Merci. Slide suivant. L'appel à projet numéro 10 porte sur les technologies d'élimination des gaz à effet de serre autres que le CO2. C'est un appel à projet du type recherche et innovation. Cet appel se concentre sur les TRL bas, moins du 3, pour les technologies éliminant les gaz à effet de serre autres que le CO2, le méthane, les NOx, ce qu'on appelle les NOx, produits à base d'azote, et les gaz fluorés. Les émissions du méthane provenant de la chaîne d'approvisionnement des combustibles fossiles et d'autres émissions avec une concentration de méthane supérieure à 1% sont exclues. Et parmi les activités à mettre en œuvre, les technologies devraient contribuer au captage, à la concentration, à l'utilisation et à l'élimination des émissions. Le dioxyde de carbone peut être envisagé, mais seulement si une synergie peut être trouvée avec son traitement en combinaison avec les autres gaz à effet de serre. L'état du lard technologique sera clairement présenté dans la proposition avec un potentiel global de réduction des émissions, des chiffres, des chiffres qui sont liés au coût et une polyvalence ainsi qu'une viabilité économique d'utilisation. Parmi les résultats attendus de ces activités, au moins un parmi les suivants, donc d'accroître les connaissances sur la
plausibilité de l'élimination des gaz à effet de serre, autres que le CO2 dans l'atmosphère. Sensibiliser aux effets du gaz à effet de serre, autres que le CO2 sur le réchauffement de la Terre. Développer des technologies pour lutter contre les effets des émissions du gaz à effet de serre, autres que le CO2. Étudier les aspects technico-économiques des technologies et les propriétés physiques des émissions en s'efforçant de faire correspondre les deux dans les solutions prêtes pour le marché. Le slide suivant. L'appel à projet numéro 11 porte sur le captage et conversion directe du carbone atmosphérique. C'est une RIA avec une TRL à la fin du projet du 4-5. Donc, l'objectif principal, c'est la portée c'est d'établir la faisabilité technologique de la capture et de la conversion directe du carbone atmosphérique, y compris les avantages environnementaux, sociaux. Une seule activité à mettre en œuvre parmi les suivantes: accroître la connaissance des catalyseurs tolérants à l'oxygène existants, développés pour la conversion photoélectro-réductrice des carbonates ou des carbonates ou uréthane, développer des technologies de conversion chimique thermique ou thermique pour la capture et la conversion directe du carbone atmosphérique, développer des technologies de conversion photoélectrochimique pour la conversion directe du CO2 atmosphérique en capture et conversion directe du carbone atmosphérique. Et enfin, les concepts technologiques doivent combiner la capture et la conversion à une seule étape, éliminant le besoin de régénérer les absorbants ou les adsorbants ou être en mesure de permettre la production décentralisée du produit chimique et du carburant à l'aide du dispositif à énergie solaire. Parmi les résultats attendus, au moins un parmi les suivants, c'est d'accroître la connaissance des matériaux existants développés pour les technologies de capture et de conversion directe du carbone atmosphérique, d'aborder les obstacles potentiels à l'incorporation de la capture directe de l'air dans les concepts CCU existants, CCU, donc capture et stockage, faire des technologies de capture et de conversion directe du carbone atmosphérique, une technologie viable pour rendre l'Union européenne neutre en carbone, l'Europe neutre en carbone, en augmentant les niveaux tutérés des différentes options technologiques. L'appel suivant. Donc, les appels suivants rentrent dans notre thématique qui est l'engagement des citoyens. Donc là, on va présenter une autre thématique qui porte sur l'engagement des citoyens et des parties prenantes, qui est très important, comme vous pouvez le voir presque dans tout le cluster 5. L'engagement des citoyens, elle est presque au milieu, je dirais, du programme Horizon Europe. C'est de faciliter la transformation vers une société climatiquement neutre, conformément aux objectifs climatiques de l'Union européenne pour 2050, en engageant et en donnant les moyens aux citoyens de participer plus activement à la transition depuis la planification jusqu'à la prise de décision et la mise en œuvre. Les impacts principaux attendus pour les sujets sous cette désignation sont une meilleure compréhension des implications sociétales de la transition climatique, y compris ses répercussions distributives, des interventions politiques plus efficaces, co-créées avec des publics ciblés en s'appuyant sur des conseils politiques de haute qualité, un plus grand soutien sociétal aux politiques et programmes de transition basés sur une implication plus importante et plus conséquente des personnes les plus touchées. L'appel à projet numéro 12, le premier dans cette thématique, c'est favoriser une transition juste en Europe. Donc, les activités à mettre en œuvre, c'est d'améliorer la compréhension de la transition juste avec des économies et des sociétés climatiquement neutres, sûres et écologiquement durables, analyser les diverses dimensions des voies de transition, résultat des inégalités, intégrer les enseignements de la pandémie du COVID-19 en termes d'évolution des inégalités en Europe, analyser les implications potentielles pour l'action climatique et la relance verte, et les actions devraient mobiliser et s'appuyer sur les connaissances d'un large éventail du sciences sociales, du comportement, les sciences politiques, la sociologie, l'économie, etc., et les sciences humaines et sociales, et impliquer toutes les parties prenantes. Donc, comme je disais, les disciplines sciences humaines et sociales sont requises, et l'égalité des genres et les liens avec les objectifs, un point à prendre en compte, les objectifs du développement durable doivent être explorés. Parmi les résultats attendus, un parmi les suivants,
mieux comprendre les répercussions distributives de la transition vers la neutralité climatique, une meilleure compréhension des compromis et des synergies entre l'action climatique, les impacts du changement climatique et les considérations de justice sociale, répondre aux préoccupations de justice procédurale dans la transition vers la neutralité carbone, de nouvelles preuves scientifiques pour éclairer, donc apporter de nouvelles preuves pour éclairer les politiques dans les conceptions des plans de transition et des plans de relance post-Covid, une acceptation sociétale et politique accrue des stratégies de transition climatique et enfin, apporter une meilleure compréhension des obstacles entravant une transition juste vers la neutralité climatique et des stratégies pour les surmonter. Ce appel à projet, c'est une RIA. Donc, l'appel à projet numéro 13, pardon, là, c'est pas à moi, 12, je viens de présenter. Oui, merci Vassili. Je vais prendre la suite là pour l'appel numéro 13, qui est un appel un peu particulier sur deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il s'agit d'une action de type CSA pour cet appel. Et la deuxième particularité, c'est qu'il traite de sujets, disons, moins techniques que les autres appels, puisqu'il est question en fait du renforcement de l'intégration et de la coopération avec les sciences humaines et sociales, en fait, dans les disciplines de recherche qui concernent le climat, l'énergie et la mobilité. En deux mots, ce qui sous-tend en fait cet appel à projet, c'est de dire que les innovations techniques en fait doivent avoir un impact sociétal, doivent changer notre société si on veut considérer qu'elles ont été, il s'agit d'innovations réussites. Donc là, dans le scope de cet appel à projet, il est question de développer de nouvelles perspectives qui renforcent en fait les communautés de recherche en sciences humaines et sociales, en encourageant la collaboration avec les disciplines STEM, donc les STEAM en français, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et en renforçant les liens aussi avec les communautés de parties prenantes. Donc il s'agit de toutes les parties prenantes, que ce soit des communautés politiques, des entités privées, des académiques et bien entendu des citoyens. L'objectif étant, comme je le disais en introduction, de faire en sorte que les activités de recherche sur le climat, l'énergie et la mobilité aient réellement un sens et des effets significatifs en provoquant un impact sociétal. Donc, dans les résultats qui sont attendus, tous ceux que vous voyez sur le slide ici sont à adresser. Donc, le premier résultat attendu est d'aboutir en fait à des communautés de recherche et d'innovation plus intégrées, disons, notamment sur l'aspect sciences humaines et sociales, dans les approches qui concernent le climat, l'énergie et la mobilité. C'est de mettre en œuvre plus de travaux interdisciplinaires entre les communautés SHS et STEAM. C'est également en fait de créer des liens plus forts, plus profonds avec différentes communautés de parties prenantes grâce à des activités d'engagement de ces parties prenantes et à des activités de sensibilisation, disons, de ces parties prenantes. Donc encore une fois, il peut s'agir de communautés politiques, il peut s'agir d'académiques, mais aussi de la société civile, donc des citoyens. Puisque l'objet que vous voyez sur le quatrième point, c'est bien de faire tomber certaines barrières sociétales et comportementales qui pourraient empêcher la contribution ou freiner la contribution des citoyens dans ces activités de recherche et d'innovation sur le climat, l'énergie et la mobilité. Et le dernier objectif, c'est également de fournir du conseil et du support aux communautés politiques grâce à des actions de communication et de dissémination et des ressources en termes de dissémination et des guides pratiques. Donc un point là encore qui n'est pas forcément mentionné sur ce slide, c'est le focus sur certaines régions de l'Europe, notamment l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud, donc qui est mentionné clairement en fait dans cet appel à projet. Merci Jean-Marc. L'appel à projet numéro 14 porte sur l'accélération de la transition climatique dans les contextes difficiles. Donc, c'est un projet pilote, mettre en place des super laboratoires de transition, le but final. Ce topic soutient un ensemble d'activités pilotes conçues pour préparer le lancement de plusieurs super laboratoires de transition à part
qui, à part entière, à une étape ultérieure. Les super labs de transition sont un nouveau moyen de lier la recherche et l'innovation aux politiques, donc aux décideurs politiques. Les super laboratoires de transition sont des laboratoires, donc parmi les activités qui sont visées, sont des laboratoires réels où un passage rapide à la neutralité climatique est conceptualisé, mis en œuvre, suivi et révisé de manière intégrée par un large éventail d'acteurs. Semblable à ce qu'on appelle les Living Labs, mais opérant à une échelle beaucoup plus grande. Il stimule la transformation d'entités entières, telles que les complexes commerciaux non durables, les régions minières et les zones métropolitaines polluées, de manière économiquement, socialement et écologiquement durable. Implique un large éventail d'acteurs. Entreprises doivent impliquer un large éventail d'acteurs, entreprises, des parties prenantes, acteurs, entreprises et industries, différents niveaux du gouvernement, universités, sociétés civiles. Vous voyez que c'est une palette assez large, société civile, citoyens en général, donc il y a toujours le citoyen. Travailler en étroite collaboration avec les communautés et les régions qui sont impliquées, qui ont un intérêt sur ces thématiques. Un point important, les disciplines sciences humaines et sociales sont requises. Parmi les résultats attendus, donc tous les résultats doivent être obtenus. Identifier les paramètres à travers l'Europe qui bénéficieraient le plus de l'approche des super laboratoires de transition. Premier point. Réaliser des études de faisabilité dans un certain nombre de ces paramètres, produisant des plans programmatiques et exploitables, permettre une sorte d'alliance pour la mise en œuvre pratique du super laboratoire de transition avec la participation d'un large éventail d'acteurs que j'avais énuméré parmi dans le scope, et préparer un plan de programme pour la mise en œuvre pratique d'un certain nombre de super laboratoires de transition dans plusieurs contextes à travers l'Europe. Merci. Alors, je vais finir avec les deux derniers appels, alors notamment l'appel numéro 15, là, qui est le dernier pour cette thématique. Je vais vous en parler très rapidement parce que, en réalité, en fait, les personnes qui sont directement concernées par ce 15e appel, ce sont nous, les points de contact nationaux, puisqu'il s'agit d'un appel visant à favoriser la coopération entre les PCN du cluster 5 d'Horizon Europe. Donc, je ne vais pas passer trop de temps dessus, juste pour vous mentionner en fait cette initiative qui existait déjà dans les précédents programmes, dans le H2020 et dans le FP7, pour vous faire savoir que, mais au niveau des PCN, une coopération européenne est mise en place au travers de ces projets, ce qui explique que parfois dans les années qui vont venir pour Horizon Europe, vous verrez des initiatives comme certains événements qui sont organisés par les différents réseaux de PCN des États membres, voire même des pays associés. Je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui sur cet appel. Je vais passer à la dernière sous-thématique de cette destination 2 qui concerne les communautés et les villes, pour lequel il est question d'accroître l'efficacité des schémas énergétiques et l'utilisation des ressources et de la mobilité dans les villes et les communautés d'Europe, pour améliorer, disons, leur durabilité globale et leur résilience climatique. Donc il s'agit d'une sous-thématique qui inclut bon nombre de sujets comme la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la résilience de l'approvisionnement énergétique ou encore la logistique pour une mobilité intelligente. Donc il y a beaucoup de sujets. Le message principal, néanmoins, je pense encore aujourd'hui, est celui que vous voyez en rouge sur le bas du slide, à savoir que le programme de travail ne contient que quelques activités, donc même le programme définitif qui a été publié en début de semaine ne contient qu'un seul appel, comme je vous le montrerai dans la suite, puisqu'en fait la majeure partie des appels et des activités liées aux communautés et aux villes sera introduite plus tard dans l'année, peut-être sous forme d'un avenant au programme de travail qui est actuellement disponible, mais une fois seulement que la phase préparatoire des missions sera terminée. Donc il y a eu une communication en début de semaine. Il y a déjà un document qui est disponible officiellement sur les missions, mais qui ne correspond pas, disons, à la phase d'implémentation principale de ces missions. Et notamment, donc, il ne donne pas encore tous les détails concernant la mission qui devrait s'intituler « 100 villes climatiquement neutres ».
d'ici à 2030. Donc on pourra y revenir si vous avez des questions à ce propos, mais pour l'instant, sachez que c'est aussi ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup d'activités proposées en 2021 sur cette thématique-là. Donc en réalité, le seul appel que vous trouverez dans cette thématique pour 2021, donc c'est le 16e, concerne alors ni une RIA, ni une IA, ni même une CSA, puisqu'il s'agit en fait carrément du partenariat cofinancé, qui se traduirait en français comme conduire les transitions urbaines vers un avenir durable, donc Driving Urban Transition, donc c'est le DUT, qui est un partenariat cofinancé. Donc Thilo vous a rapidement présenté les différents types de partenariats sous Horizon Europe en début de webinaire. Donc vous avez les partenariats coprogrammés comme celui qui s'occupe de tous les sujets batterie, pour lesquels en fait tous les sujets sont reversés dans le programme de travail. Vous avez les partenariats institutionnels qui ont aussi été mentionnés, donc notamment ceux qui traitent de l'aviation, de l'hydrogène ou même du rail. Et puis vous avez des partenariats cofinancés, qui sont des partenariats qui intègrent notamment au cœur des partenariats des autorités publiques. Donc, et le DUT fera partie d'un partenariat cofinancé. Donc c'est assez particulier, là encore. Sur le slide présenté par Thilo, vous avez un lien qui vous permettra d'entrer en contact directement avec les officers et le pilote, en fait, des partenariats qui ont été proposés, notamment pour celui du DUT. Donc sachez que sur la thématique ville, juste un commentaire, donc vous aurez ce qui sera dans le programme de travail, vous aurez également ce que vous trouverez dans les missions à terme, donc notamment dans la mission 100 villes climatiquement neutres, et vous aurez aussi des appels du coup publiés par ce partenariat DUT. Alors nous en avons fini avec les présentations des appels. Si tout le monde est d'accord parmi les collègues, je vais juste dérouler la fin des slides avant qu'on puisse passer aux questions. Donc sachez que les webinaires et les témoignages. Oui, et le témoignage, exact, bien entendu. Donc les webinaires en fait sur les appels à projets 2021 qui ont été organisés précédemment pour les destinations 1, 3, 4, 5 et 6 seront prochainement mis en ligne normalement sur une page unique, donc sur laquelle vous retrouverez non seulement les enregistrements mais aussi les présentations. Sachez également que tous les webinaires transverses, disons, organisés par le ministère sont également accessibles en ligne à l'adresse que vous pouvez voir aussi sur le slide. Dans les événements à venir, les infodays de la commission qui auront lieu au début du mois de juillet, notamment les 5 et 6 juillet pour le cluster 5, et dans la foulée, un événement de réseautage, un brokerage event qui est organisé le 7 juillet pour le cluster 5. Donc vous pouvez encore vous inscrire si vous voulez participer à cet événement, à ces deux événements, donc les infodays et le brokerage event. Donc nous reviendrons vers vous dès que les enregistrements et les présentations seront disponibles en ligne, en vous précisant le lien exact. Si vous cherchez d'autres informations, donc le site français dédié à Horizon Europe hébergé par le ministère, donc qui est très riche d'informations sur les appels, sur les événements qui sont programmés, sur des fiches pratiques également, juridiques et financières, et bien entendu tous les sites de la Commission européenne. Alors j'attire votre attention juste sur le dernier lien, puisque comme il a été mentionné par Benjamin au début du webinaire, le programme de travail 2021 pour le cluster 5 est officiellement disponible, donc dans sa version définitive. Donc vous pouvez consulter en fait l'intégralité du programme de travail. Donc c'est un document assez conséquent. J'ai vu passer une remarque dans le chat. Effectivement, c'est un document assez conséquent, mais vous avez en guise d'aide, disons, une répartition en différentes destinations qui vous aide à cibler déjà les types de thématiques qui vous intéressent et ensuite un découpage par année entre 2021 et 2022. Ce qui fait que, grosso modo, en 2021, pour chacune des destinations, vous avez, on va dire, entre une grosse douzaine parfois, d'appels à projets sur chaque destination. Alors, ce webinaire, comme il vous a certainement été
indiqué en introduction, est co-organisé par 2 réseaux PCN, le PCN Climat-Énergie, donc qui est représenté aujourd'hui par Benjamin et Vassilé, et le PCN Transport, qui est représenté par Thilo et moi-même, Jean-Marc Zaccardi. Donc si vous avez la moindre question à l'issue de ce webinaire, soit sur ce qui vous a été présenté, soit sur cette destination de manière générale, n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre des PCN, peu importe, je dirais. Donc vous retrouvez les adresses mail PCN Climat Énergie et PCN Transport ici sur votre droite. N'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons circuler les différentes requêtes selon qu'elles concernent plutôt les thématiques climat-énergie ou les thématiques transport. Donc, comme le nom de cette destination l'indique, il s'agit de solution intersectorielle, ce qui explique que les 2 réseaux PCN soient mobilisés simultanément pour vous aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et à nous suivre sur Twitter et LinkedIn. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être avant de passer au témoignage, Benjamin, on peut traiter les questions qui ont été posées sur le chat. Oui. Alors, on a un certain nombre de questions. Certaines d'entre elles, on a essayé d'y répondre au fur et à mesure. Alors, première question posée par Marion Chevaux. Donc, sur les appels batteries, il donne l'impression de plutôt se concentrer sur les techniques de production ou recyclage des batteries. Mais qu'en est-il des applications dans les différents modes de transport? Dans quels appels et démonstrateurs sont-ils prévus au niveau routier, ferroviaire, maritime, etc.? Alors, je peux commencer à répondre, Thilo, et puis je te laisserai compléter. Pour ce qui est du ferroviaire, par exemple, ce sera dans le partenariat institutionnel qui sera le successeur de Shift2Rail, puisque dans le cluster 5, il n'y a pas d'appel lié au ferroviaire. Si je ne dis pas de bêtises, pour le maritime, dans la destination 5, il n'y a pas d'appel lié à la démonstration de batterie. Il y a des sujets sur la recharge de batterie, un sujet sur la recharge de batterie. Mais si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'appel sur les batteries pour les applications maritimes. Et par contre, vous avez un appel sur il y a 2 appels sur les véhicules électriques et sur les composantes d'électronique de puissance dans la destination 5. Il faudrait vérifier dans le détail si ces 2 appels-là peuvent permettre de positionner des démonstrateurs de batterie. Et je complète, en effet, donc il y a aussi la destination 6, qui aura quelques appels sujets qui concernent la mise en place des réseaux, l'infrastructure, etc., des véhicules électriques. Il y a également le cluster 6, les sujets du cluster 6 qu'il faudrait regarder. Je peux revenir vers vous plus dans les détails dès la fin du webinaire. Très bien. Alors, une autre question donc de Bastien Duplantier concernant le topic D11.1. Donc, je n'ai pas le titre en tête. Donc, le TRL attendu est assez faible, de 4.5. Pourtant, il est question de New Business Models for Co-Processing and Process Migration dans le scope et New Business Opportunities and Models for the European Industry dans les Expected Outcomes. Et à ce niveau de TRL, à quel point le projet proposé doit-il travailler sur ces aspects et quelle importance leur donner? Le 0101, en effet, spécifie un TRL de 4 à 5 et comme New Business Opportunities. Bon, c'est le mot business qui peut porter confusion parce que TRL 4.5 et business, ça ne va pas trop ensemble. Mais il s'agit surtout, à travers ce projet de 0101, de proposer sur le plan plutôt de l'innovation et R&D, des processus, de nouveaux processus qui pourraient améliorer la fabrication en Europe. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur le terme business à travers ce sujet, ce topic 0101. Très bien. Alors, une question de Fabienne Janin qui souligne que sur Horizon Europe, par rapport à l'ancien programme, Horizon Europe semble plus orienté vers les industriels
et demande s'il serait avisé d'avoir plutôt des coordinateurs qui soient des industriels. Non, pas forcément. C'est nulle part écrit explicitement que ce soit toujours coordonné par l'industrie. Après, non, j'estime qu'on ne peut pas dire ça. Même si le TRL est élevé, la coordination ne doit pas forcément être assurée par un industriel. Très bien. Alors, question suivante. Donc, c'est de savoir en fait, donc Sophias Adias qui s'intéresse à l'implication des citoyens et qui cherche les activités, les appels à projets où en fait on pourrait mettre en place des activités interactives pour sensibiliser et engager les citoyens. Est-ce que dans les appels que vous avez présentés, l'engagement des citoyens est prévu? Ah oui, clairement. Et notamment, je précise, parce qu'il y a eu deux questions, savoir si des centres de sciences et des musées pouvaient être aussi inclus dans ces appels, outre les citoyens. Alors, pour le deuxième volet, il faudrait revérifier, je pense. Là, je n'ai pas la réponse définitive. Par contre, pour le premier volet, oui, clairement, là, dans l'avant-dernière thématique qui était présentée, il s'agit bien d'engagement des citoyens et des parties prenantes. Donc, il y a eu un appel présenté par Vassilé sur cette thématique-là. Tout à fait, je confirme. 13... Je confirme. Il en avait 12. J'avais parfois, excuse-moi de t'interrompre, Jean-Marc. Il est effectivement sur l'appel à projet 12. C'est précisé qu'il y a en fait, presque toutes les sur la destination D3, c'est engagement des citoyens et des parties prenantes. Donc, effectivement, il prévoit un engagement des citoyens. Donc, dans ce cas-là, après, bien sûr qu'il faut prendre en compte aussi les autres acteurs. Et puis, par rapport à la deuxième question, il faut effectivement regarder si les acteurs qui ont été cités peuvent ou pas participer. Bon, après, si je regarde, je vois des organismes publics, après universités, partenaires sociaux. Est-ce que les musées, je ne sais plus ce qui a été mentionné, peuvent être… Mais ça, c'est à regarder pour être sûr. Voilà. Mais a priori, il n'y a pas de contre-indication. Voilà, c'est ça, tu as raison. Je regarde rapidement, là, a priori, il n'y a pas de contre-indication pour ce type d'entité. Ok, si on a encore un peu le temps pour d'autres questions. Donc, une question de Lucas Poul qui précise qu'il travaille sur les systèmes de détection de fuite de gaz, que ce soit du méthane ou l'hydrogène ou encore d'autres systèmes. Est-ce que cela pourrait rentrer dans le cadre des appels D20109 ou D20110, donc sur le Metal Cracking to Usable Hydrogen and Carbon, et le Technologies for Non-CO2 Greenhouse Gases Removal? Vous m'avez entendu? Oui, je ne sais pas si C'est moi qui… Oui, pardon, j'avais coupé le micro. Pardon, je parlais tout seul. Oui, je disais, ce qu'il faut regarder, c'est que ça, c'est une activité qui n'est pas directement liée à l'objectif principal. Après, bon, donc principalement, c'est pas, si je prends l'appel à projet numéro 9, le craquage du méthane en hydrogène et carbone utilisable, ce qui est attendu, si on regarde, c'est de remplacer l'utilisation du gaz naturel par l'hydrogène. Et après, pour réduction des émissions, après, si on regarde un peu les activités, donc il faut principalement développer donc, les activités liées au craquage du méthane, hydrogène et carbone avec un rendement supérieur, ainsi de suite. Et après, regarder les impuretés Donc, il faut voir si votre activité s'encadre dans ces activités qui sont citées. Parce que sinon, après, bon, ça dépend. Il peut y avoir, si je regarde maintenant, chimique. Donc, la détection, ça, c'est plutôt la partie sécurité. Donc,
ça, c'est à voir. Je ne la vois pas après comme une partie secondaire d'une activité principale, pourquoi pas. Mais ça, je ne la vois pas principalement l'activité, disons, cette activité spécifique, je ne la vois pas. Est-ce que ça pourrait être une activité secondaire? Mais ça, c'est à regarder plus en détail. Mais là, telle que l'activité principale, elle n'était pas prise en compte de regarder les systèmes de détection du flux de gaz. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vas-y, Benjamin, si tu veux ajouter quelque chose. Non, je voulais pas ajouter, simplement préciser que c'était apparemment la dernière question à laquelle on n'avait pas répondu directement dans le chat. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. Très bien. Merci. Alors, je vais laisser la parole. Je vais partager d'abord. Je vais laisser la parole à Monsieur Johan Oudard, qui a la gentillesse aujourd'hui de venir témoigner auprès de vous de son implication dans les projets européens. Alors, juste une seconde, je vais partager votre présentation. Alors, du coup, je vais laisserai la parole. je pense que ce sera plus simple. Ok, comme vous voulez. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Johan Oudard. Je travaille chez Nanomakers. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, je le mets en plein écran. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Ok. Et donc, voilà, donc je viens témoigner de notre participation à des projets européens et deux en particulier. Je vais d'abord présenter brièvement notre société. Donc, on est une société basée en Île-de-France. Et donc, on fait des nanoparticules à base de silicium et on exporte principalement hors d'Europe nos produits. On a donc notamment une filiale au Japon. On a été créé en 2010 et on est une spin-off du CEA et aujourd'hui, on est à peu près 13 personnes. Pour nous, l'innovation, c'est quelque chose de très important parce que on consacre plus de 30% de notre budget à faire de la R&D. Et il y a deux points qui sont très importants pour nous. C'est qu'on a un procédé qui est unique à l'échelle industrielle. Nous sommes les seuls industriels au monde à utiliser la pyrolyse laser pour produire des nanoparticules. Et donc ça implique notamment le fait qu'il n'y a pas d'autres, on n'a pas vraiment de référence. Donc aujourd'hui, grâce à nos travaux de développement du procédé, on a atteint une capacité de production de 40 tonnes par an. Et après, bon voilà, on a une politique qualité voilà, et environnementale qui est importante. Je passe rapidement sur la présentation de ce qu'on fait. Donc, notre procédé, c'est la pyrolyse laser. C'est basé sur l'interaction entre un laser haute puissance et un gaz qui permet de faire décomposer ces gaz et de former des nanoparticules. Et grâce à ce procédé, on peut faire des nanoparticules en contrôlant très bien la taille finale et notamment aussi le coating des particules. Donc, on fait deux types de particules. La première famille, c'est le carbure de silicium, donc, qui est notre principal produit. Et donc, on a différentes tailles, entre 15 et 75 nanomètres. Donc, on a une distribution granulométrique très resserrée et une haute pureté, donc qui permettent d'utiliser ces produits notamment dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc, c'est lié à l'utilisation de la pyrolyse laser comme procédé de fabrication. Et on peut aussi ajuster donc, le coating voilà, en mettant du silicium, en mettant du carbone, ou on peut aussi doper en azote le produit. Voilà, donc on a la poudre libre, la poudre compactée, on peut aussi faire des slurries. Et la seconde famille, c'est le silicium. Donc là, pareil, on a différentes tailles, on a différents coatings, notamment donc, du silicium enrobé carbone. Et cette famille de produits est surtout utilisée pour les applications batterie lithium-ion, donc comme matériau d'anode, alors que le carbure de silicium, lui, c'est des applications qui sont plus comme du renfort mécanique ou pour faire du frittage, pour fabriquer des pièces massives nanostructurées. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation rapide de Nanomakers. Et donc, les projets européens sont assez importants pour nous. On a commencé à participer à des projets européens en 2016.
donc avec le projet Nanoreg. Et aujourd'hui, on participe encore à des projets. Donc aujourd'hui, on participe à 2 projets Horizon 2020 et on est leader enfin coordinateur sur un projet EIT Raw Materials. Donc, je vais vous parler un peu plus brièvement là, de cette première expérience Nanoreg 2. Donc Nanoreg 2, c'est un projet européen dont le but c'était de préparer, guider en fait la régulation européenne sur les nanomatériaux qui n'existe pas. Qui n'existait pas et qui n'existe toujours pas. Et donc, comme il n'y a pas de régulation, de réglementation particulière, alors, du côté des industriels comme nous, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment liés à une incertitude juridique. Et il y a aussi des problèmes techniques parce que les nanomatériaux sont pas forcément très faciles à tester. Et en tout cas, il y a des tests standards qui sont faits pour les matériaux classiques ne marchent pas forcément avec les nanoparticules. Donc ce projet était un projet de 3 ans avec beaucoup de partenaires. Il y avait 24 partenaires de l'Europe entière. Et en plus des aspects que j'ai cités précédemment, un des buts, c'était de promouvoir ce qu'on appelle le Safe by Design auprès d'industriels. Et donc, il y avait 7 cas réels d'industriels, dont nous, dont le but, en fait, c'était soit d'améliorer nos produits, soit d'améliorer nos procédés. Des tests de matériaux, des procédures de tests qui ont été développées ou adaptées aux produits testés. Il y a eu du travail sur le Safe by Design. Et nous, on a surtout participé donc, aux études de cas réels. Il y a eu notamment nos produits, différents produits qui ont été testés. Donc, différents types de silicium ont été testés en fonction de leur taille, en fonction du coating, pour qu'on détermine lequel était le plus sûr des 3. On a fait une analyse de cycle de vie de notre procédé, une analyse socio-économique. Donc ces résultats ont été publiés. Et donc voilà, donc ce projet a généré une énorme base de données, notamment avec des données tox et écotox sur des nanoparticules. Donc il y avait pas mal de types de produits, des nanotubes de carbone, des quantum dots, du graphène, nos produits. Voilà, et ça a démontré l'intérêt de cette approche pour un certain nombre de cas, et ça a aussi montré que dans certains cas, l'étude de cas a été montré qu'il n'y avait pas d'amélioration, ne permettait pas d'améliorer la sûreté de production ou d'utilisation du produit, mais bon, c'est le jeu, ça marche pas tout le temps du premier coup. Voilà, donc ça, c'était notre première expérience. Et notre deuxième expérience que je présente aujourd'hui, c'est le projet Astrabat. Donc, c'est un projet qui est en cours, donc qui est porté par le CEA et qui est basé sur un nouveau concept de batterie tout solide. Il y a encore un call cette année qui est ouvert sur Horizon Europe sur cette thématique. Et donc, le but, c'est d'améliorer la sûreté et la densité d'énergie des batteries actuelles, donc, qui sont sur une base liquide avec un électrolyte liquide. Donc, ce projet est aussi sur 3 ans, il y a 14 partenaires, et ça se focalise surtout donc, sur l'électrolyte. Donc, une combinaison de 2 électrolytes, un électrolyte polymère et un électrolyte céramique. Et le point électrolyte et le goulot d'étranglement est le point critique aujourd'hui pour le développement de ces batteries. Et donc, il y a du travail qui est fait par tous les partenaires donc, pour développer des matériaux, donc à la fois l'électrolyte, mais aussi les matières actives à l'anode et à la cathode qui soient compatibles avec, sur la formulation et sur le test. Voilà. Donc, les résultats sont encore en cours, mais donc il y a un site internet d'Astrabat où il y a quelques news. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et nous, ces projets, en fait, pour nous, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a notamment l'intérêt financier.
qui est assez important parce que ça permet de financer des travaux de recherche qu'on n'aurait pas vraiment les moyens de faire autrement, et aussi de travailler avec des partenaires avec qui on n'aurait pas forcément de contact de cette façon. D'un point de vue technique, ce qui est aussi très important, c'est que on a accès à des techniques de caractérisation, à des gens qui ont des compétences, ou des organisations qui ont des compétences ou des méthodes de travail que nous, on n'a pas, et qui sont indispensables pour pouvoir travailler. Notamment pour nous, en fait, il y a beaucoup d'applications différentes à nos produits, et on peut pas avoir les équipements pour toutes les applications, et les compétences et l'expertise technique pour toutes les applications qu'on a. Donc notamment pour les batteries, avant ces projets européens, en fait, on avait surtout une connaissance théorique des batteries. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et par exemple, les résultats de Nanorack nous ont permis de se projeter sur notre approche, produit. Même si en fait on a vu que nos produits étaient relativement sûrs et qu'il y avait peu de différence entre eux. Et il y a une partie des données générées par le projet qui a pu être réutilisée en partie pour un enregistrement Rich, donc qui est une des dernières nouveautés pour les nanoparticules. Maintenant, il y a la nanoforme qui est prise en compte. Et ça a permis d'améliorer aussi nos produits, de développer des nouveaux produits en connaissant mieux les applications, parce que ces projets permettent de constituer un réseau qui est assez large, et notamment pour nous, avec des clients potentiels, ça permet d'avoir beaucoup plus d'échanges qu'une relation purement client-fournisseur. Et même, ça va plus loin, parce que le fait juste de monter des projets, qui est déjà un travail important, ça permet d'avoir des liens privilégiés avec les partenaires qui aident à monter le projet. Même si le projet n'est pas financé, on a des liens forts qui restent après. Donc voilà, et donc ça c'est aussi important, parce que voilà, on reste une petite structure, et on travaille beaucoup avec des personnes externes. Donc voilà, donc ça c'était pour les avantages. Et après, il y a quand même quelques difficultés. Voilà, nous on est une petite structure. Je trouve que c'est très dur de rentrer dans le système, l'écosystème projet européen. Voilà, ça demande une énergie d'activation qui est vraiment très élevée. Voilà, il y a un réseau. On a eu la chance de se faire beaucoup aider par le CEA, qui nous a fait grimper à bord de projets. Donc voilà, et donc ça, une fois qu'on est rentré dedans, ça reste, c'est beaucoup plus facile. Mais là, comme je pouvais voir là dans les posts qui étaient mis dans les discussions tout à l'heure, voilà, ça reste difficile de trouver des partenaires pour un projet, ou juste de se manifester, en fait, comme voilà, de promouvoir sa compétence, et dire voilà, moi je peux contribuer à un projet, j'ai telle compétence. Ça reste relativement difficile d'être visible. Voilà, l'autre partie qui est un peu un peu difficile, c'est que c'est des projets qui sont plutôt moyen terme, voire long terme pour nous. Il y a voilà, entre le moment où on commence à écrire le dossier, on le dépose, il est accepté, et le projet démarre, il y a souvent 1 an et demi. Et puis c'est des projets qui durent souvent 3 ans, donc c'est vraiment des projets longs. Et tous les partenaires des projets n'ont pas forcément les mêmes objectifs, donc ce qui peut parfois poser problème. Et voilà, et puis il ne faut pas se cacher qu'il y a beaucoup de partenaires, donc il y a beaucoup de réunions, et voilà, il y a toute la partie coordination et puis lien entre les partenaires qui est importante. Même quand on n'est pas coordinateur, il y a beaucoup de travail pour savoir qui fait quoi, se retrouver dans le projet, savoir avec qui on peut interagir, avec qui on doit échanger. Et aussi parfois le projet est dur, voire impossible à réorienter si on se trouve dans une voie qui est pas forcément qui ne marche pas forcément très bien, alors que pas très loin il y en aura peut-être une qui marcherait un petit peu mieux. Voilà.
y a des questions. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je ne sais pas, Benjamin, si nous avions des questions sur ce témoignage spécifiquement. Non, apparemment pas de questions. Ok. Peut-être laisser une minute, voir si les gens veulent se manifester pour poser des questions à Johan. En tout cas, merci encore pour ce témoignage. Je pense que le dernier point là, qui a été évoqué sur comment trouver des partenaires, comment rentrer dans des consortiums, c'est une question qui taraude plusieurs de nos participants aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile pour tout le monde, et le support de centres de recherche tels que le CEA par exemple a pu le faire pour vous, et est déjà revenu dans les discussions en fait comme étant une aide vraiment très appréciée, surtout pour les petites entités en fait. On a déjà eu ce genre de retour sur un autre témoignage la semaine dernière, sur un autre webinaire. Effectivement, ça peut être une bonne opportunité pour commencer à construire des réseaux. Oui. Et il existe des sortes de plateformes, notamment sur le site de l'Europe, où on peut dire quelles sont nos compétences et puis manifester ce qu'on appelle un intérêt, où il y a des webinaires qui sont organisés par l'Europe autour de certaines thématiques, mais ça reste difficile, je trouve, de se faire voir, et notamment les plateformes de mise en relation, je trouve qu'elles marchent pas très bien. Et c'est dur de trouver des partenaires de cette façon-là, quoi. Et donc il faut réseauter, et ce qui n'est pas forcément facile en ce moment. Donc juste, je pense que ce sera la dernière question, non? Parce qu'après on dépasse le temps. Fabienne Janin se pose la question des garanties financières. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça vous parle, Johan Ludar? Non, alors je sais pas ce que ça veut dire exactement. L'Europe regarde pas l'état de santé des partenaires industriels, contrairement aux organismes nationaux qui sont très regardants là-dessus. C'est même assez étonnant, parce que c'est l'Europe qui interdit notamment aux organismes nationaux de subventionner des entreprises qui n'ont pas des résultats positifs, mais l'Europe le fait. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande particulière de garantie financière, y compris pour les petites entreprises, pour l'Europe. Si je peux me permettre, je peux ajouter, il y a quand même lors du Grant Agreement, la signature du Grant Agreement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont demandées. Donc, pour je ne sais pas jusqu'où ça va, mais d'après mon expérience de montage de projet, bon, j'étais coordinateur, donc il y a quand même, je veux dire, l'entreprise ne peut pas se permettre à être près du faillite. Je veux dire, ça il faut le dire. Mais vous avez raison, ce n'est pas des garanties financières dans le sens strict du terme. Mais il y a quand même une vérification de l'état financier de l'entreprise. Je veux dire, c'est financier, voilà, pas dans le détail, hein, je ne parle pas de ça. Si je peux ajouter Thilo, ça c'est valable surtout pour les coordinateurs. Il y a un Financial Viability Test qui est même on peut l'effectuer en ligne, qui peut être exigé de la commission pour les coordinateurs s'il y a un doute sur la taille sur la taille de l'entreprise. Nous, on a subi avec l'association Aerospace Valley, voilà. Donc la commission peut exiger ça du coordinateur. Pour compléter, peut-être pour ce type de questions, si vous souhaitez une réponse détaillée, n'hésitez pas à vous adresser au PCN juridique et financier. C'est tout à fait. C'est très bien. Tu as raison, Jean-Marc. C'est le mieux. Il y avait une question, je crois, de monsieur Cookie Ilyes sur les aspects sécurité. Où peut-on trouver les aspects sécurité, communication et intelligence dans mobilité et énergie?
Il faudrait regarder du côté de la destination 6, dans laquelle vous avez une sous-thématique sécurité et résilience, si ma mémoire est bonne. Pour tous les modes de transport d'ailleurs. Je vois une dernière question, une question de Sophia. Et c'est difficile de manager beaucoup de partenaires. Quel conseil? Ben forcément, si vous avez un consortium avec, on va dire, plus que 6, 7 voire 10 partenaires, ça commence à être plus compliqué. Après, on n'a pas abordé le sujet des consultants externes qui offrent les services. Donc, ça peut être utile de gérer la gestion d'un projet à un consultant spécialisé, non seulement lors du montage, mais aussi pendant l'exécution de projet. Après, avec des business models derrière qui peuvent varier, mais ça peut être utile de consacrer un peu de financement du projet à un professionnel pour manager le projet. Oui, et si j'avais un conseil à donner aussi, c'est de travailler avec des gens des partenaires dont on est sûr, enfin, ou qu'on connaît suffisamment bien pour savoir qu'ils travaillent bien et qu'ils participent bien au projet. Nous, on a déjà eu la difficulté, on coordonnait un projet avec un partenaire qu'on connaissait pas vraiment avant et qui était vraiment défaillant dans le projet, qui ne faisait pas ce qu'il devait faire et on n'avait aucun moyen de le faire avancer, quoi. Et donc voilà, donc mon conseil, c'est vraiment d'essayer de travailler avec des gens pour qui on a des sortes de garanties que c'est des partenaires qui vont vraiment s'impliquer. Bien, s'il n'y a plus de questions, Benjamin, tu confirmes? Plus de questions, ouais. Moi, je confirme. Ok, très bien. Bah, écoutez, si tout le monde est d'accord, je vous propose donc de clôturer ce webinaire. Je vous affiche une dernière fois les adresses de contact si vous avez des questions. N'hésitez pas, encore une fois, PCN Climat Énergie et PCN Transport, sur cette destination, nous vous répondrons conjointement, qu'il s'agisse de thématiques climat énergie ou de transport. Merci pour votre participation. Oui, merci beaucoup et bon appétit. Merci à tous. Bon appétit. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Thilo et Jean-Marc, je vous